L'école qui a d'ailleurs été, je trouve, un peu le grand absent des primaires à droite. C'était aussi l'objectif principal de François Hollande, hein, une de ses priorités de campagne. Le bilan est controversé. La réforme scolaire, notamment de Najat Vallaud-Belkacem, ne fait pas l'unanimité, à tel point que des gens sont lassés de voir l'éducation nationale échouer. Les résultats des enquêtes PISA sont catastrophiques et certains voudraient aller jusqu'à la privatisation. Alors je me tourne peut-être vers vous en premier, Laurent Geoffroy. Est-ce que vous êtes pour la privatisation, à moins que vous préférez laisser la parole à Natacha Polonier? Est-ce qu'il faut rompre avec l'éducation nationale? Alors, je pense qu'il serait extrêmement dangereux dans l'état actuel du pays de privatiser, de libéraliser le système et de casser le seul outil qui peut encore permettre de réparer la nation et de construire une communauté nationale. Nous sommes dans une société qui met en avant l'individu, qui utilise des formes de technologie qui, au contraire, sont totalement centrifuges. Si on détruit le dernier outil, on ne sait pas ce que ça peut donner. Mais pour comprendre exactement cette position, et en l'occurrence l'idée que l'éducation nationale a été peu à peu détruite, et c'est vrai que ça risque de donner raison à ceux qui disent « Oh, bah, écoutez, c'est par terre, allons-y, nettoyons ». Non, il faut essayer de comprendre pourquoi l'école française aujourd'hui est dans l'état où elle est, parce que c'est tout de même devenu l'école la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. Et je pense qu'aucun homme politique ayant gouverné dans les 30 dernières années ne devrait pouvoir se regarder dans la glace quand il sait ça. Parce qu'ils ont tous une responsabilité. C'est-à-dire qu'à chaque campagne électorale, on a 3-4 grandes déclarations sur l'école, sur la jeunesse, etc. Mais les politiques de droite et de gauche font exactement la même chose, mettent en avant les mêmes réformes. Alors, ils s'affrontent sur des apparences. Les 60 000 postes de profs de Hollande, qui n'étaient d'ailleurs pas des postes de profs, qui étaient des postes dans l'éducation nationale. Petite arnaque. Mais bon, c'était de l'écume. Ce n'est pas ça le fond du problème. Et le fond du problème, ce sont des réformes qui, petit à petit, détruisent l'idéal de l'école républicaine, c'est-à-dire une école qui est là pour émanciper les individus, pour en faire des hommes libres, capables de juger par eux-mêmes, et donc capables disons, d'être souverains, d'exercer leur choix souverain de citoyens. Donc on a cassé cela au profit d'un modèle qui est en train de s'imposer dans tous les pays occidentaux, qui est un modèle utilitariste qui rend service au marché parce que nous avons besoin d'employés adaptables. Est-ce qu'elle n'est pas finalement privatisée déjà, l'école? Mais bien sûr que petit à petit elle est privatisée, mais pas parce que de temps en temps il y aurait des entreprises qui essaieraient de faire du lobbying à l'intérieur. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le principe sur lequel elle repose désormais, qui est l'enseignement par compétence, vient en fait totalement du management. C'est un terme d'ailleurs dont on peut retracer l'histoire, qui passe par le management, la formation professionnelle, et qui s'est ensuite imposé petit à petit dans tous les textes mis en avant par l'OCDE, par l'Union européenne, et qui sert à faire de l'école une machine à former des gens aptes à remplir certaines tâches parce qu'elles vont être utiles ensuite pour faire marcher la machine économique. L'idée de nation, l'idée de civilisation, l'idée d'émancipation individuelle par le savoir ont totalement disparu. C'est en ça qu'il y a eu une entrée du néolibéralisme dans l'école, et ça, là aussi, il va falloir beaucoup de travail pour en sortir. Laurent Geoffroy, sur la privatisation d'abord, et puis après vous répondrez à je pense que ce serait une catastrophe. Je suis tout à fait hostile. C'est une vieille idée, hein. C'est l'idée de Milton Friedman qui a été formulée dans les années 60, consistant à dire on va distribuer des bons aux familles, des vouchers, comme ils disent, et chaque famille pourra choisir librement son établissement. Alors ça a l'air d'avoir un avantage, c'est que ça les met tous en concurrence, et puis ça peut peut-être économiser de l'argent, paraît-il, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que ça va évidemment différencier complètement tout le système scolaire, qui va être selon les régions, selon les villes, selon qui finance, selon les classes sociales du quartier, etc., sont totalement différentes. Et dans ces conditions-là, le creuset que doit être l'école disparaît, mais alors par principe. C'est pas seulement qu'il disparaît parce qu'il est mal géré, parce que par principe, on n'en veut plus. Et ça devient une entreprise de marché, c'est-à-dire mercantile en fait. Et donc chaque école aura son bilan, il faudra gagner de l'argent, etc. Le néolibéralisme était déjà à l'école en quelque sorte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Oui, alors comme il pleut, il faut se jeter à l'eau, c'est ça le raisonnement.
Non, Justement, non, puisque j'explique qu'il faut Non, mais je parle pas de. Mais sur le constat, je parle de l'hypothèse de la privatisation. On dit il y a déjà du néolibéralisme, donc on va y aller entièrement. Non, c'est pas un argument, ça. S'il y a des effets néfastes du néolibéralisme, il faut pas. Non, mais je vous ai pas opposé de contre-argument. Je vous demandais par contre sur le bilan de l'école. Est-ce que vous partagez le constat de Natacha Polony? C'est le même problème rhétorique, c'est que il est indiscutable que l'école française a connu un certain nombre d'échecs très importants, qui sont aujourd'hui visibles. C'est le classement PISA qui est pas bon, on est en milieu de tableau, et puis on est effectivement le record des inégalités à l'école, en fonction de l'origine sociale. Et toute la politique menée depuis 40 ans ou 50 ans tendait justement à essayer d'améliorer l'égalité des chances et la mobilité entre les classes sociales. Donc ça, c'est un échec politique terrible, qui est effectivement le fait de la gauche et de la droite, peut-être un peu plus de la gauche, il faut être honnête, puisque le corps enseignant vote à 70% pour la gauche, par exemple, que les syndicats d'enseignants sont en général de gauche, et que les gourous, pas les gourous, mais les concepteurs de ces politiques-là sont de gauche. Donc là, il y a un examen de conscience sérieux à faire. Là où je me sépare, c'est que ces classements PISA ne signalent pas forcément une catastrophe totale. C'est pas vrai. C'est polémique, c'est rhétorique, mais c'est pas vrai. La France, si on prend PISA, qui est un outil imparfait, mais enfin il est assez accepté, la France est 25e. Et derrière, vous avez les États-Unis qui sont encore plus loin. Et vous avez qui sont en train de remonter, sur certains critères, nous sont passés devant. Ça bouge un peu, oui, etc. Non, ils sont passés devant. Et donc, on a beaucoup de grands pays. Alors, on va dire que tous ces pays sont en pleine décadence et ils vont disparaître de la surface de la Terre. Non, je ne crois pas. Les États-Unis, c'est la principale puissance économique du monde et c'est une puissance culturelle formidable, quand même. Formidable. Alors, s'ils ont un si mauvais système scolaire, si c'est vraiment une catastrophe... Non, mais attendez, non, je parle de l'université américaine. Et mais justement, PISA ne mesure pas l'université, PISA mesure les performances à 15 ans. C'est les mêmes qui, à 15 ans, sont à l'école, et puis après, ils se retrouvent... C'est bien justement toute la perversité du système américain qui l'utilise pour remonter son modèle universitaire, les cerveaux de l'ensemble du monde. Parce que les États-Unis forment extrêmement mal leur propre jeunesse. Mais bien sûr. Mais bien entendu. Les États-Unis utilisent l'immigration pour absorber les cerveaux de tous les autres pays. Les Américains ne sont pas nuls non plus. J'en connais des intellectuels américains, ils ne sont pas mauvais. Mais ça dépend desquels. Ils sont néanmoins passés par cette école en pleine déconfiture. Oui, en revanche, justement, c'est une école là aussi très inégalitaire et c'est ça que nous sommes en train de devenir. C'est-à-dire que ce que montre PISA, et c'est ça qui est très grave, c'est qu'il y a un noyau dur de très bons élèves qui reste toujours le même. Et ceux-là, en gros, ce sont ceux qui, quoi qu'il arrive, ont une famille derrière qui va pouvoir compenser les échecs de l'école. C'est pour ça que le discours de la décadence ne tient pas la route. Il tient totalement, justement. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un mauvais résultat, mais c'est un résultat quand même. Au niveau des meilleurs élèves, au niveau des élites, entre guillemets, on ne peut pas dire que le niveau... Donc c'est pour ça que j'étais en train de vous expliquer la raison dans les années 70. Aujourd'hui, c'est probablement plus difficile d'entrer à Sciences Po. Non, pas du tout. Alors là, non. Pardon, excusez-moi. Que ce soit Sciences Po, que ce soit l'agrégation, que ce soit le baccalauréat... Pardon, mais moi qui ai eu l'agrégation en 99, je peux vous dire que je n'oserais même pas me mesurer à ce qu'était un agrégé de 1960. J'ai pas vu que les élèves étaient nuls. Mais c'est autre chose. Simplement, ce noyau dur, comme je vous le disais, de très bons élèves, ce sont ceux dont les familles compenseront toujours. Mais je sais bien. C'est la famille qui fait le travail. Pardon, si vous me dites qu'il y a des inégalités scolaires, vous prêchez un converti. Je termine, Laurent. Donc, c'est la famille qui peut compenser l'échec de l'école. Tous les autres, les mauvais élèves sont de plus en plus nombreux et il y a de moins en moins d'élèves moyens. C'est ça qu'on voit, c'est que petit à petit, la moyenne est en train de disparaître. C'est exactement d'ailleurs la même chose. C'est la même chose que le système économique qui est en train de laminer les classes moyennes. Or, c'est sur elles que reposait la démocratie, parce que ce sont ces classes moyennes qui, par l'espoir de l'ascenseur social et de la participation de leurs enfants aux élites, soutenaient la démocratie. Donc, c'est très dangereux de laisser ça. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi on a petit à petit un affaissement total. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que l'ensemble de l'école française fonctionne
très mal. Et encore une fois, ceux qui ne peuvent pas compenser par ailleurs sont tirés vers le bas et sont perdus. Mais ça peut s'expliquer par les méthodes qui ont été employées depuis 40 Ça, ans. je ne crois pas du tout. Pardon, mais vous avez fait l'éloge dans votre journal Oui, d'un livre mais de je vais deux vous l'expliquer. sociologues qui Oui, s'aperçoit enfin que les méthodes de lecture syllabique sont les seules qui soient efficaces, Mais là-dessus, en voilà. particulier Est-ce que je chez peux les parler enfants de milieux défavorisés. Laurent Geoffrin. C'est ce Non, que parce des que si gens je peux comme pas moi parler, disent vous voyez, depuis 20 c'est- ans en se faisant traiter de réactionnaire. On va laisser répondre à Laurent Geoffrin. Les méthodes d'enseignement de la lecture, je vais faire court, je suis d'accord, elles sont mauvaises. Mais- Pour autant que je puisse en Il juger, était je ne suis pas temps. un spécialiste, mais enfin, comment ça j'ai mis le temps? Moi, je suis d'accord avec ça. Non, je Au dis début. il était temps dans la mesure où les gens qui disent ça depuis 20 ans se font traiter de réactionnaires. Maintenant que les Oui, non, mais ils neurosciences sont démontrent réactionnaires pour qu'ils d'autres avaient raisons, raison. pas pour celle-là. Mais pardon, il serait intéressant de dire qu'il y a eu quand même quelques Non, erreurs. mais manifestement, Voilà. moi, je Faut ne suis pas reconnaître comme ces vous, erreurs. je ne suis pas un idéologue, moi, je regarde les choses. Et donc, Non, effectivement, l'idéologue, c'est je celui qui ne reconnais... pense pas comme nous, Laurent Geoffrin. Non, pas du tout. Mais non. si, toujours. Non, c'est celui qui a un préjugé construit. Moi, je n'ai pas de préjugé construit. Mais J'ai des là valeurs, aussi, les des préjugés, ce convictions, sont mais les j'ai pas idées de qui ne préjugés rentrent pas dans construits. nos propres Et préjugés. c'est un préjugé construit que de dire que c'est une décadence globale, générale, je ne crois pas. Mais alors, je reviens sur les Pardon, mais j'ai méthodes. une certaine compétence Je sur le reviens sur les domaine qui fait que méthodes. ça ne Oui, relève non, pas du d'accord, préjugé. Oui, d'accord. mais C'est il y a- une analyse et tout je le monde n'est viens pas de vous en d'accord avec donner vous. Il y a des gens certains compétents éléments. qui ne sont pas d'accord avec vous, donc c'est pas forcément. Oui, un et nous critère. pouvons en débattre de façon argumentée sans traiter les autres d'idéologues. Moi, je ne dis pas que vous êtes C'est pas une idéologue et je insulte, suis objective, je débat faut- argument contre argument. C'est pas une insulte. Mais alors justement sur les Bah alors, méthodes. Sur les méthodes, je dans ces suis cas-là, d'accord. mettez-vous Le là-dessus. retour à la méthode syllabique est éminemment souhaitable et j'imagine que c'est la même chose pour les questions mathématiques, enfin, de calcul, Oui, bien etc. sûr. Bon, ça d'accord. Mais par contre, en tirer l'idée que toute méthode ouverte qui privilégie l'autonomie de l'élève ou qui essaye de l'épanouir, etc. Enfin, tout ce Mais discours personne qu'on n'a dit entend. toute méthode. Non, bah alors donc on va être d'accord. Et donc c'est très bien. Et donc parce que je constate que dans le même classement PISA, vous avez des pays qui sont à notre niveau ou devant et qui utilisent ces méthodes-là. Donc il doit y avoir d'autres facteurs qui jouent. Ou alors ces méthodes ne sont pas si mauvaises dans tous les domaines. Et que l'idée de faire une pédagogie plus moderne ou plus ouverte, un peu plus ouverte sur l'extérieur, qui tienne compte de l'évolution des savoirs et qui valorise l'élève. Souvent, les parents d'élèves qui viennent en France sont frappés par l'aspect punitif de la vie scolaire française, qui est très différent de ce qu'il y a dans beaucoup de pays qui ont des résultats scolaires très bons. Donc c'est s'obséder comme ça, je suis d'accord hein, sur la méthode syllabique, mais s'obséder sur cette question de pédagogie, ça devient un peu réducteur, hein, parce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent beaucoup. Il y a le niveau d'inégalité dans la société, par exemple. Oui. On peut supposer que les bons résultats obtenus en Scandinavie, ça dépend des pays, on peut discuter après, etc. La Suède va très mal. Oui, je sais, sont liés à une société qui est plus Totalement égalitaire, homogène. qui est plus égalitaire, pas homogène sur le plan La ethnique. Finlande, 5 millions de personnes, et Oui, ben, c'est ce que je dis. avec pendant Donc, des c'est- années une homogénéité ethnique Oui, non, mais c'est extrêmement forte. aussi l'inégalité. Il y a beaucoup d'études sur les résultats de l'enseignement qui montrent que les inégalités sont un facteur aggravant de l'échec scolaire. Et Donc, l'école doit les être pays combattre. moins égalitaires. Alors, je termine. Donc, dans ces conditions-là, il faut défendre le service public, premier point. Il faut défendre le service public, les moyens du service public, il faut valoriser les professeurs et il faut faire en sorte qu'on ne tienne pas le discours soit de la privatisation, ce qui était un peu dans votre question, ou qu'on réduise constamment les moyens de l'éducation. Là aussi, il y a une différence droite-gauche. C'est une question de moyens. Justement. Non, c'est pas seulement une question de moyens. Enfin, si vous enlevez des moyens, c'est pas forcément la bonne méthode. Il y a d'autres réformes à faire. Il y a une réforme du primaire qui me paraît effectivement à faire d'urgence parce que les méthodes initiales sont mauvaises, on le voit dans les résultats. Et puis, bon, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais là aussi, ce discours de la catastrophe ne nous aide pas, en fait. Ça ne nous aide pas. Parce que vous instaurez une discussion où ceux d'en face, c'est-à-dire la grande majorité des responsables, en tout cas de l'éducation nationale, on les accuse d'être responsables du déclin français, de la décadence, de la fin de la République. Du déclin français, mais du non, gâchis je sur des générations caricature. d'élèves. Oui, mais c'est pas une bonne manière de mais- discuter, excusez-moi. Je Il pense faut qu'il les y a des convaincre, il faut essayer de les responsabilités convaincre. qui doivent être données, qui doivent être énoncées. Je vois le débat qui a eu lieu sur le... J'ai fait un compte-rendu d'une journaliste de l'Observateur qui a fait un livre justement sur les questions de méthode Carole syllabique. Barjon. Bon, son livre est très convaincant, moi j'étais d'accord avec elle, mais elle l'a titré « Les assassins de l'école ». Mais il n'y a plus de discussion à ce moment-là.
Parce que il y a des types qui m'ont appelé, des gens qui m'ont appelé, qui étaient attaqués dans le livre, qui m'ont dit écoutez, moi aussi je suis un assassin, pourquoi je vais discuter? C'est bon, je suis un assassin, d'accord. Laurent Geoffrin, Et ces gens-là, c'est une mauvaise manière de discuter. Ils ne discutent pas. Ça fait 30 ans qu'ils évitent le débat. Oui, mais on est obligé de les imiter. Non, mais à un moment, on doit les mettre en face de leurs responsabilités parce que c'est la société française dans son ensemble et ce sont des gens, en particulier des enfants de milieux défavorisés, qui payent leurs erreurs. Des gens comme Christian Forestier, comme Philippe Mérieux, comme François Dubet, sont des gens qui président aux réformes de l'éducation nationale depuis 30 ans. La droite et la gauche les ont considérés comme des gourous, comme ceux qui dictaient la bonne méthode. Le résultat, aujourd'hui, est catastrophique. On a le droit de le dire. Ce n'est pas du catastrophisme que de constater la catastrophe. Mais je suis d'accord sur les méthodes, mais on ne peut pas tout imputer aux méthodes. La société française, elle a évolué pendant ces 30 ans ou ces 40 ans. Et c'est vrai que les inégalités de quartier à quartier se sont aggravées. Et donc, finalement, l'école en porte la marque aussi. On ne peut pas tout faire reposer sur les gens qui définissent les structures d'éducation nationale. C'est pas, non, mais les ghettos urbains, il y en a dans d'autres pays, si on vous suit, Laurent. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Mais vous disiez vous-même que tous les pays étaient frappés du même mal. Donc, oui, effectivement. Pas tout à fait, et de différentes manières. L'école française est plus frappée. Elle est plus inégalitaire. Elle est plus inégalitaire et elle est, disons, davantage détruite parce que justement, dans sa conception même, elle n'est pas détruite. Elle allait dans sa vocabulaire. Elle est détruite, il n'y a plus. Oui. Oui. Mais non, effet. Pas du tout. Excusez-moi. Mais vous avez des centaines de milliers d'enseignants qui sont des gens tout à fait compétents. Et qui se battent contre ce système. Oui, mais ne dites pas que c'est détruit. C'est grâce à eux que ça n'a pas sombré. Leur travail n'a servi à rien. Au contraire. Ça n'a pas sombré ou c'est détruit? C'est grâce à eux que ça n'a pas totalement sombré. Excusez-moi. Non, mais on peut jouer sur... c'est pas détruit. Laurent, on peut jouer sur les mots. C'est important le vocabulaire parce que ça crée une... On peut jouer sur les mots pendant 2 heures. Je ne joue pas sur les mots, je vous contredis, c'est pas la même chose. Non, vous jouez sur les mots. Détruit, pas détruit, sombré, pas sombré. C'est important de dire détruit, c'est-à-dire qu'il la reste plus rien. situation est catastrophique et j'assume ce que je dis parce qu'il y a des gens qui payent. Voilà. Et que c'est en train de détruire l'ensemble de la société française. J'ai commencé en disant que les inégalités, vous aviez raison. Oui, d'accord, mais encore une fois, à quoi impute-t-on ces détruit, inégalités de savoir? À quoi impute-t-on le fait que l'école française ne joue plus ce rôle de formation de la communauté nationale? Parce que c'est ça aussi. Mais si, c'est totalement exagéré. C'est toujours exagéré. Je constate qu'après les attentats, par exemple, il y a eu un nombre incroyable de jeunes, donc qui étaient formés par l'école républicaine, par définition, ou par l'école privée, le cas échéant, et qui se sont portés volontaires pour aller se battre. Bien sûr. S'il n'y avait plus de civisme, ça n'existerait pas. Vous avez vu le nombre de contestations qu'il y a eu de la minute de silence après Charlie Hebdo? Il y a les deux phénomènes, mais ne dites pas qu'il n'y a plus de bien commun. Le nombre de jeunes qui considèrent Mohamed Merah comme un héros. Oui, vous trouvez qu'on peut se réjouir de ça? Mais est-ce que je me réjouis? J'essaye de corriger vos outrances. Je ne me réjouis pas. Non, au contraire. Laurent, il y a des tas de sujets où je fais attention à rester extrêmement nuancé. Ce sujet-là que je connais particulièrement, pardon, mais la réalité n'est pas nuancée sur ce domaine-là. Et dans la mesure, encore une fois, où les conséquences se voient aujourd'hui et que ça fait 30 ans qu'on essaye de dire qu'attention, c'est plus compliqué que ça, qu'il faut dépasser le clivage entre les tenants des pédagogies modernes, que les méthodes de lecture ne sont pas un problème. Ça fait 30 ans que j'entends ça, que les méthodes de lecture ne sont pas un problème. Si, c'est un problème.